Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire portant sur le télétravail. Donc, je suis Cécile Buzy, responsable du pôle juridique de la société Agrumes, que j'aurai le plaisir de vous présenter un petit peu plus. Et donc, je suis accompagnée de Laura Campion, juriste en droit social chez Agrumes. Voilà. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Bon, si vous ne nous entendez pas, vous nous le signalez dans le formulaire questions ou vous nous dites. Alors, on va commencer d'abord par la présentation de la société Agrumes, si jamais vous ne connaissez pas. La société Agrumes, c'est un éditeur de logiciels. Ce sont des avocats qui ont créé un logiciel qui est composé de 3 volets. Un volet sur le vote électronique pour organiser notamment vos élections de CSE, sachant que pour la plupart, il va y avoir un renouvellement du CSE en 2026 ou en 2027. Ensuite, on a un volet sur la gestion des procédures des ressources humaines côté individuel. Donc, grâce au logiciel, vous pouvez créer vos contrats, les envoyer pour signature électronique à vos salariés et vous pouvez gérer toutes vos procédures de rupture, de licenciement, de rupture de période d'essai, rupture de CDD, etc. Notre société est en train de développer le collectif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce au logiciel, rédiger de manière sécurisée et efficace vos accords collectifs. Et on a aussi un autre volet dans notre logiciel qui est le volet de la gestion de vos CSE, c'est-à-dire vous pouvez planifier vos réunions de CSE, rédiger de manière sécurisée vos ordres du jour, vos PV. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le télétravail avec Laura et on va vous présenter un peu les principales questions à se poser, comment mettre en place le télétravail et comment gérer le télétravail une fois qu'il est mis en place. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On a Célia de Montgelas, qui est une juriste au sein d'Agrumes, qui essaiera de répondre au fur et à mesure. Et s'il nous reste un petit peu de temps au bout de notre heure d'exposé, nous pourrons répondre en live à vos questions. Alors, je regarde dans le chat. Alors, on a certaines personnes qui nous disent qu'il n'y a pas de son. Ah si, c'est bon. Le son a été rétabli. On nous pose la question de savoir si le support sera mis à disposition. Oui, le support sera mis à disposition. Il y aura même une transmission d'un guide pratique. À la fin de votre exposé sur le rappel des règles de télétravail, nous aussi, nous en profiterons pour vous montrer comment, avec notre outil Agrumes, nous pouvons répondre à toutes vos questions et nous pouvons rédiger de manière efficace et sécurisée vos accords et vos chartes télétravail. Je laisse la parole maintenant à Laura. Alors, donc, avant de commencer sur la partie donc, de la mise en place du télétravail dans l'entreprise, on voulait vous soumettre un petit sondage pour faire un peu un état des lieux en fait de si vous avez recours ou pas au télétravail dans votre entreprise et comment il est mis en place. Donc voilà, il y a une question qui va apparaître sur votre écran. Vous pouvez y répondre. Donc, comment le télétravail a été mis en place au sein de votre entreprise? Est-ce qu'il est mis en place par accord d'entreprise, par charte de télétravail? Est-ce que vous n'avez aucun formalisme particulier dans votre entreprise?
Est-ce qu'au contraire, vous êtes à l'état de réflexion autour de sa mise en place ou autre? Alors, dites-nous. Chez nous, on a, et c'est une charte. Alors donc là, on a pas mal de votes. Donc visiblement, le télétravail est majoritairement mis en place par charte dans vos entreprises. Mais il y en a quand même, il y en a parmi vous, pardon, qui ont mis en place le télétravail sans formalisme particulier ou qui réfléchissent à sa mise en place. Donc du coup, on va rappeler les raisons pour lesquelles c'est important d'encadrer le télétravail, sa mise en place et son organisation au sein de l'entreprise. Voilà, ça va être tout l'objet du coup de notre propos. Donc, on va commencer par la mise en place du télétravail. Donc, tout d'abord, par la définition du télétravail. Donc, comme vous le savez, le Code du travail définit le télétravail comme une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu également être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par le salarié hors des locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail, il peut intervenir soit dès l'embauche, soit ultérieurement dans la relation contractuelle. Et aujourd'hui, on remarque que le télétravail se développe et présente de nombreux avantages à la fois pour le salarié et pour l'employeur. Donc, on vous a mis quelques exemples dans le support. Pour le salarié, c'est un gain de temps par rapport au temps de trajet. Ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et pour l'employeur, ça permet en fait un gain de productivité, pardon, des salariés, ça permet de fidéliser et ça renforce l'attractivité de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recherché par de nombreux candidats. Donc, voilà pour la définition du télétravail. Ensuite, on va s'attarder aux moyens de mise en place, en fait, aux différentes voies de mise en place du télétravail. Donc, le Code du travail prévoit que le télétravail peut être mis en place par accord collectif ou à défaut par charte. Il est intéressant de se poser la question de savoir si la négociation elle est obligatoire avant la mise en place du télétravail par charte. En présence de délégués syndicaux dans l'entreprise, la voie de l'accord collectif devrait être privilégiée. On a plusieurs sources qui vont en ce sens. Donc déjà, l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail recommande de privilégier la négociation. Et ensuite, on a dans des cas similaires, donc par exemple pour le recours au vote électronique, les juges se sont intéressés en fait ils ont regardé dans une entreprise si des négociations avaient été tentées préalablement à la mise en place du vote électronique par décision unilatérale. Et en présence de délégués syndicaux, il semblerait que la tentative de négociation doit être un préalable. Voilà, donc c'est important d'avoir cette idée en tête, étant précisé que même dans les entreprises qui n'auraient pas de délégué syndical, les partenaires sociaux encouragent la discussion sur ce sujet. Donc, c'est important de l'évoquer et de discuter avant une mise en place unilatérale. Deuxième point, si vous mettez en place le télétravail par le biais d'une charte, il faudra consulter le CSE pour avis sur la charte en question. Alors, la négociation en cas de présence d'un DS, c'est une recommandation qui est donnée dans le cadre de l'ANI. Ce n'est pas une obligation en tant que telle. Voilà. Parce que je réagis parce qu'on me dit il me semblait que la négo n'était pas obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire, elle est à privilégier. C'est parce que c'est dans l'accord national interprofessionnel que, bien sûr, les syndicats poussent à la négociation quand il existe des délégués syndicaux. Mais il n'y a pas d'obligation légale de négocier un accord. Exactement. Ensuite, la loi prévoit en fait un contenu obligatoire pour l'accord collectif ou la charte relative au télétravail. Donc, il est important d'aborder les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles le salarié peut être contacté par sa hiérarchie,
et les modalités d'accès au télétravail pour des salariés qui seraient en situation fragile, par exemple les travailleurs handicapés, les salariés enceintes ou les salariés proches aidants. Voilà, il faut envisager les modalités d'accès au télétravail de ces différents salariés. Ensuite, il est également possible de mettre en place le télétravail par accord individuel entre l'employeur et le salarié, en l'absence d'accord collectif ou de charte. Dans ce cas-là, la formalisation de l'accord individuel peut être faite par tout moyen, il n'y a pas de formalisme imposé. Ça peut être un accord oral, un mail ou un courrier, mais il faut bien garder en tête que l'écrit reste à privilégier pour des raisons probatoires s'il y en a besoin par la suite. Et garder en tête que la contractualisation du télétravail est à éviter dans la mesure du possible. Enfin, en tout cas, si vous le contractualisez, il faudra ensuite, en cas de modification ou de suppression, obtenir l'accord du salarié. Donc, la voie de l'accord collectif et de la charte nous semble quand même être à privilégier. Et la charte et l'accord collectif, en fait, vous permet, et c'est ce qu'on verra plus tard, d'établir des règles objectives qui s'imposera à l'ensemble des salariés par la suite. Notamment, je pense aux plages horaires pendant lesquelles ils peuvent être joints. Exactement. Donc ensuite, je vais laisser la parole à Cécile pour parler donc, de l'accès et de la fin du télétravail. Et notamment, on va commencer par le principe du double volontariat. Donc, en fait, le télétravail, il y a un principe qui est le volontariat, c'est-à-dire que le volontariat de l'employeur et le volontariat du salarié. Un salarié ne peut pas imposer à l'employeur le télétravail, mais un employeur ne peut pas imposer aux salariés le télétravail, sauf circonstances exceptionnelles. Dans votre charte ou votre accord collectif, si vous prévoyez des conditions d'éligibilité pour accéder au télétravail, bien entendu, si un salarié vous demande l'accès au télétravail et qu'il répond aux conditions d'éligibilité, il va falloir motiver votre refus. Parce que si le poste est éligible au télétravail selon l'accord ou selon la charte, a priori, il y a une obligation d'accepter le télétravail de ce salarié. De même, quand le salarié est un travailleur handicapé ou un proche aidant, on doit accéder à sa demande de télétravail. En principe, le salarié peut refuser de télétravailler si vous souhaitez mettre en place cette organisation, sauf les circonstances exceptionnelles. Donc ça, c'est un élément qui a été précisé au moment du Covid. En effet, il est possible pour l'employeur de réorganiser le travail des salariés, notamment en mettant en place du télétravail, quand on a des circonstances exceptionnelles liées à des intempéries, liées à une crise sanitaire comme on l'a rencontré. Et dans ces cas-là, le salarié ne peut pas refuser le télétravail. Par contre, dans les autres cas que ces circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible d'imposer aux salariés le télétravail. Dans le cas contraire, il pourrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur. Donc, la rupture pourrait, dans ce cas-là, être requalifiée en licenciement sans cause réelle de service. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est un accord des deux parties pour mettre en place le télétravail. Et par contre, si vous avez des conditions d'éligibilité prévues dans votre accord collectif ou dans votre charte, il faut bien entendu appliquer ces conditions d'éligibilité. Un salarié qui rentre dans les conditions, a priori, on ne peut pas lui refuser l'accès au télétravail. Oui, alors j'ai débordé sur la slide suivante, donc sur les circonstances exceptionnelles. Oui, on peut imposer
le télétravail dans les circonstances exceptionnelles, telles que le Covid, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, l'accord national interprofessionnel qui a été conclu sur le télétravail préconise de prévoir des conditions dans lesquelles ce télétravail pourrait être imposé en matière de circonstances exceptionnelles. Aussi, on a le cas particulier où notre salarié a été en arrêt de travail, il passe une visite médicale auprès du médecin du travail et le médecin prévoit qu'il est possible de reprendre le travail sous réserve de mettre en place le télétravail. Donc, dans ces conditions-là, l'employeur se retrouve face à une obligation de reclassement avec la mise en place de télétravail pour le salarié concerné. Et là, ça va être compliqué parce que s'il n'est pas possible de mettre en place le télétravail pour le poste occupé pour le salarié, il va falloir l'étayer par des éléments objectifs et très circonstanciés pour expliquer qu'il n'est pas possible de reclasser le salarié dans ces conditions. Donc là, il va falloir un véritable échange avec le médecin du travail quand on connaît les risques du licenciement pour une attitude qui serait jugée non valable en raison du non-respect de l'obligation de reclassement. Donc oui, on peut vous imposer de mettre en place le télétravail en cas d'inaptitude ou aptitude avec réserve. Ensuite, donc, les conditions d'accès, c'est ce que je vous indiquais, elles sont prévues par accord collectif ou par la charte. Donc, on détermine en amont des critères objectifs qui permettent d'accéder ou non au télétravail. Bon, bien entendu, c'est une évidence, mais je le rappelle, il faut que les critères d'accès au télétravail soient non discriminatoires et qu'il y ait une égalité de traitement entre les différents salariés qui occupent des postes similaires. Donc, il est important, par exemple, de déterminer dans votre charte télétravail, dans votre accord collectif, comme ça vous évite des discussions après dans la mise en place du télétravail, d'identifier les postes pour lesquels le télétravail n'est pas possible. On pense par exemple dans une entreprise à l'hôtesse d'accueil. Une hôtesse d'accueil ne pourra pas effectuer son travail d'accueil en télétravail. C'est logique, mais il est important de le préciser. On peut aussi indiquer des critères d'ancienneté. Par exemple, on pourrait considérer que le télétravail n'est ouvert qu'à partir de 6 mois d'ancienneté parce qu'il est nécessaire dans certains postes d'avoir une période d'acquisition, si vous voulez, de certaines connaissances et d'une intégration dans l'équipe avant de pouvoir télétravailler. Aussi, il peut être prévu que pendant la période d'essai, le télétravail n'est pas possible. Ceci permet aussi de sécuriser votre appréciation des qualités, des qualités professionnelles de vos salariés et aussi d'une meilleure intégration des salariés dans leur équipe. On peut aussi prévoir que le télétravail est réservé qu'aux salariés qui ont un certain degré d'autonomie dans la réalisation de leur fonction. Le réserver, par exemple, aux cadres autonomes. On pourrait éventuellement adapter le télétravail au temps partiel, c'est-à-dire, par exemple, les salariés à temps plein ont le droit à 4 jours de télétravail dans la semaine, et bien proratiser le nombre de jours de télétravail au temps de travail du temps partiel. On pourrait limiter aussi le télétravail des alternants, puisque un alternant est peu en entreprise, puisqu'il alterne des périodes de formation et des périodes de travail. Et on considère que
pour la formation de l'internat, il est préférable qu'il n'y ait pas de télétravail. C'est tout à fait possible, c'est des critères objectifs. Donc, il est important de définir tout cela de manière précise dans la charte ou dans votre accord pour pour une raison évidente d'application et d'une application claire, objective à tous les salariés. Ensuite, il y a la question de la réversibilité du télétravail, c'est-à-dire je mets en place le télétravail pour certains salariés, est-ce que je peux revenir sur cet accord du télétravail? Et ça, c'est Laura qui va revenir un peu sur le sujet. Oui, alors tout à fait. Donc, pour la réversibilité du télétravail, on va envisager deux cas. Donc, le cas de la volonté de mettre fin au télétravail pendant ce qu'on appelle la période d'adaptation. Donc, c'est une période qui n'est pas obligatoirement prévue, mais qui peut être prévue dans vos accords et chartes sur le télétravail, et qui est assez importante parce qu'en fait, elle permet pendant une certaine période, donc lorsqu'on instaure le télétravail, de mettre fin au télétravail, donc soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Donc, elle est assez importante. Elle prévoit un délai pendant lequel il est possible de mettre fin au télétravail. Et dans ce cas-là, le salarié va reprendre en fait son poste dans les locaux de l'entreprise comme il l'exécutait avant. Donc, cette clause, il faut qu'elle soit rédigée précisément et qu'elle permette en fait vraiment que le délai soit prévu. Et si elle n'est pas prévue, il y aura pas, on ne pourra pas utiliser cette période d'adaptation pour mettre fin au télétravail. En revanche, la fin du télétravail peut aussi être envisagée dans d'autres cas et en l'absence de période d'adaptation à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Donc, l'accord collectif ou la charte sur le télétravail doit préciser les conditions de retour à un poste sans télétravail pour le salarié, les motifs qui permettraient de mettre fin au télétravail, qui doivent être des motifs objectifs, la procédure et les délais qui sont à respecter dans ce contexte. Donc, le salarié peut demander à revenir à une organisation sans télétravail, parce que, donc, comme Cécile vous l'expliquait tout à l'heure, le télétravail, ça repose sur une base de double volontariat à la fois du salarié et de l'employeur. Donc, il semble difficile de pouvoir refuser le retour à un poste en télétravail aux salariés, mais ça peut poser des difficultés en pratique, notamment si l'entreprise met en place une organisation en flex office, auquel cas il est possible qu'il n'y ait pas assez de bureaux pour accueillir tous les salariés en même temps, et ça peut poser des difficultés pratiques. Donc c'est pour ça que c'est important de bien encadrer en fait cette réversibilité pour pouvoir réagir en cas de demande du salarié d'arrêt du télétravail. Également, l'employeur peut décider unilatéralement de mettre fin au télétravail, mais encore une fois, si le télétravail a été mis en place par accord collectif ou par charte, il va falloir regarder donc, les conditions qui ont été prévues dans l'acte. Et si l'employeur respecte ces conditions pour supprimer le télétravail prévu par accord ou par charte, dans ce cas-là, le salarié ne pourra pas en fait refuser l'interruption du télétravail. Il faudra quand même, dans ce cas-là, bien vérifier que le télétravail n'a pas été contractualisé à côté, auquel cas l'accord du salarié sera nécessaire pour mettre fin au télétravail. Dans tous les cas, le Code du travail prévoit que le salarié a une priorité pour occuper un poste sans télétravail. Donc, il faut avertir le télétravailleur, lorsqu'un poste qui correspond à ses compétences et à ses qualifications est disponible et peut être occupé donc sans télétravail. Dernier cas, l'employeur peut également prévoir un retour ponctuel du salarié à un poste sans télétravail. Donc, le salarié sera obligé de revenir au sein des locaux dans des circonstances particulières qui auront aussi été définies dans l'accord ou dans la charte. Voilà. Dans tous les cas, si l'employeur décide de mettre fin au télétravail de manière unilatérale dans les conditions fixées, il faudra à notre sens que cet arrêt soit justifié par l'intérêt de l'entreprise et que ce soit mis en œuvre de bonne foi afin d'éviter que le salarié puisse justifier son refus en fait par un abus de l'employeur.
Donc voilà pour ce qui est des conditions de réversibilité du télétravail. Et je vais laisser la parole à Cécile pour vous parler de l'organisation du télétravail. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir quels sont les droits du télétravailleur. Donc, en fait, les droits du télétravailleur sont exactement les mêmes que les droits d'un salarié qui exerce son activité en présentiel. Donc, il y a un principe d'égalité de traitement entre les travailleurs et les salariés exerçant leur activité sur site. Le salarié qui est en télétravail va pouvoir participer aux élections professionnelles. Il va pouvoir bénéficier des négociations et participer, le cas échéant, aux négociations périodiques s'il est représentant du personnel. Il peut être représentant du personnel et il sera représenté au même titre que les autres salariés par les représentants du personnel. Ensuite, il y a une question qui est intéressante aussi, c'est est-ce qu'on peut contraindre un salarié qui est en télétravail à participer au rendez-vous client oui, quand on exerce en télétravail, il peut être imposé aux salariés de participer en présentiel à certaines réunions, à des réunions d'équipe, à des réunions avec des clients qui se passeraient en présentiel les jours auxquels il est prévu qu'il soit en télétravail. Ensuite, il y a une question qui se pose souvent, c'est que quand on travaille avec une personne en télétravail, nous organisons souvent des vidéoconférences. Donc, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que je peux imposer le fait de mettre la caméra? Alors oui, vous pouvez tout à fait imposer de mettre la caméra sous réserve que certaines conditions soient remplies, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un système qui permette de mettre un fond troublé. Un fond, enfin, vous savez, ça existe maintenant sur tous les systèmes de vidéo, les salles, si vous voulez, les salles virtuelles, qui permettent de ne pas entrer en fait dans l'intimité de la vie privée du salarié. Donc, dès lors que vous respectez la vie privée du salarié et que vous avez ce type de système-là et qu'il soit prévenu en amont, vous pouvez tout à fait imposer à vos salariés de mettre en place la caméra. Ensuite, il y a la question du lieu du télétravail, parce que au début, il était évident que quand on pensait télétravail, on pensait lieu du domicile. Donc, notre recommandation, c'est de préciser dans l'accord collectif ou dans la charte télétravail qu'il est de préciser que c'est limité au lieu du domicile connu du salarié pour éviter les abus où notre salarié va télétravailler au bord de la plage. Là, l'efficacité ou à la montagne, l'efficacité du télétravail pourrait être remis en cause. Donc, on peut tout à fait limiter le télétravail au lieu du domicile connu par l'employeur. Et il peut aussi être limité, si vous voulez, à un nombre de kilomètres, à une distance particulière du lieu de travail habituel pour que éventuellement le salarié puisse se rendre en cas d'urgence, je ne sais pas, une réunion client ou un besoin de l'entreprise, puisse se rendre en présentiel sur le lieu de travail en cas de besoin. Il faut aussi que le lieu de télétravail permette, si vous voulez, de rencontrer des besoins en matière de technologie. Il faut que ce soit conforme. Souvent, il est prévu dans les chartes et dans les accords, normalement, une visite des lieux du télétravail pour vérifier, par exemple, que l'installation électrique du salarié est bien conforme. Donc, en pratique, elles sont rarement faites, hein, ces visites, mais il faudrait une déclaration sur l'honneur que l'installation est bien conforme, par exemple.
Mais donc, sachez que le lieu de télétravail peut être limité et restreint. Et vous pouvez aussi tout à fait prévoir que le lieu habituel du télétravail, c'est le domicile, et que dans le cas où les salariés voudraient télétravailler à titre exceptionnel en domicile, une autorisation express soit sollicitée par les salariés. Ensuite, il y a une autre question qui se pose sur le lieu du télétravail. Alors, peut-être que j'anticipe un peu. C'est vrai, j'anticipe un peu, Laura. C'est sur la question du lieu du télétravail à l'étranger. On y reviendra ultérieurement. Sur le matériel qu'utilise le salarié pendant son télétravail. Donc, généralement, c'est quand même l'employeur qui fournit le matériel, c'est-à-dire généralement un ordinateur portable, une souris, éventuellement un clavier. La question du deuxième écran se pose, ce n'est pas une obligation. Exceptionnellement, on peut prévoir l'utilisation du matériel personnel du salarié, mais dans ces cas-là, il faut vérifier la compatibilité du matériel du salarié et il faut aussi vérifier que, que la confidentialité des données personnelles du salarié est bien conservée. Aussi, en cas de dysfonctionnement ou de panne, il faut prévoir dans votre charte ou dans l'accord que le salarié a l'obligation d'informer immédiatement l'employeur pour que l'employeur puisse remédier aux problèmes et aux dysfonctionnements qui empêcheraient de travailler le salarié. Donc, sur les protections des données, bien entendu, il faut une information préalable du salarié sur les règles applicables, aussi bien les règles légales, mais les règles internes. Par exemple, si vous mettez en place une charte informatique et une charte d'utilisation des outils informatiques et des données, il faut qu'il y ait une communication en amont de cette charte. Et des éventuelles sanctions en cas de non-respect de ces règles. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, c'est d'établir un socle des consignes minimales à respecter en cas de télétravail. Quand vous mettez à disposition des outils informatiques et des outils de la communication, il faut les lister quelque part pour aussi, en cas de rupture du contrat de travail, qu'on puisse les récupérer. Et il faut mettre en place des protocoles qui permettent de respecter la confidentialité des données et la vie privée, comme ce qu'on disait avec la caméra. Le fond qui est troublé ou une salle virtuelle. On a aussi besoin d'organiser le rythme et la fréquence du télétravail. Et donc, Laura va revenir dessus. Donc, grande question de l'organisation en fait, du télétravail, donc que ce soit en termes de nombre de jours, de fréquence, etc. Donc, ces modalités sont fixées par l'accord collectif de la charte qui vous permet d'encadrer comme il faut ce thème-là. Alors, c'est assez libre. Beaucoup de modalités peuvent être prévues. Donc, tout d'abord, vous pouvez avoir recours au télétravail régulier ou au télétravail occasionnel, ou alors à un télétravail total, donc que votre salarié sera totalement en télétravail, ou alors une organisation hybride, donc le salarié exécute ses missions partiellement dans les locaux de l'entreprise et partiellement en télétravail. Donc, d'abord, savoir quelles hypothèses en fait, vous voulez viser dans ces différents types de télétravail. Et ensuite, l'accord ou la charte permet donc de déterminer le nombre et la fixation des jours télétravaillés. Pour déterminer ces critères, vous pouvez accorder donc, de l'importance aux besoins du service, aux missions qui sont effectuées par le salarié. Par exemple, comme Cécile le disait tout à l'heure, s'il y a besoin d'une présence pour des réunions, etc., c'est des éléments qu'il faut anticiper lorsqu'on fixe
le rythme et la fréquence du télétravail. Il faut toujours garder en tête qu'il est important de maintenir le lien entre le télétravailleur et le collectif de travail. Donc, c'est pour ça que le présentiel a quand même encore a une importance. Vous pouvez prévoir que dans votre accord ou dans votre charte, que les modalités seront fixées par l'employeur, par le salarié, que ce sera pour moitié par l'employeur, pour moitié par le salarié, ou alors que les jours télétravaillés seront fixés d'un commun accord. Vous pouvez également prévoir que les salariés devront être présents sur site un jour par semaine qui est fixé, afin de permettre que le collectif se retrouve assez régulièrement ensemble. Vous pouvez également prévoir dans chaque service l'établissement d'un planning qui va permettre de répertorier les jours de télétravail de chacun et de s'organiser. Voilà, donc la liberté, elle est assez grande, donc ça dépend en fait de l'organisation de l'entreprise, mais vous pouvez vraiment avoir recours à plusieurs modalités. Ensuite, une autre question qui se pose, c'est celle de la durée du contrôle du temps de travail du télétravailleur. Donc, toujours sur le principe de l'égalité de traitement, les règles sur la durée du travail sont identiques pour les salariés en présentiel et les télétravailleurs. Donc, toutes les règles que vous connaissez demeurent applicables. Le télétravailleur doit respecter les durées maximales de travail, les temps de repos, le droit à la déconnexion et toutes les règles qui seraient applicables au sein de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail. Le télétravailleur doit avoir la même charge de travail que s'il était présent sur site. Donc, il est important de prévoir les modalités de régulation de la charge de travail, étant précisé que la loi vous impose de réaliser un entretien chaque année sur les conditions d'activité et la charge de travail du télétravailleur. Bien évidemment, en cas de charge de travail trop importante, il ne faut pas attendre cet entretien annuel et prévoir des points réguliers avec le télétravailleur pour évoquer ces sujets-là. L'accord ou la charte prévoit également les plages de contact au cours desquelles le salarié pourra être contacté par sa hiérarchie. Ça peut avoir, par exemple, un réel intérêt en cas d'horaire individualisé pour définir précisément ces plages horaires. Point important, il est obligatoire de décompter le temps de travail du télétravailleur. Vous devez pouvoir, en fait, vous devez être en mesure de démontrer le temps de travail qui aura été réellement accompli par le télétravailleur, afin de démontrer qu'il n'y a pas eu de dépassement et que pas de dépassement de son temps de travail. Si vous n'êtes pas en possibilité de démontrer qu'il n'y a pas eu de dépassement, l'entreprise peut être condamnée à payer des heures supplémentaires aux télétravailleurs. Donc voilà, vigilance sur le décompte du temps de travail qui revêt une importance particulière. Deuxième question importante au sujet du temps de travail, c'est le contrôle du temps de travail. Donc, que l'on soit sur site ou en télétravail, l'employeur conserve la possibilité d'encadrer et de contrôler l'exécution des missions du salarié. Donc, si vous souhaitez mettre en place un dispositif de contrôle, on rappelle qu'il y a des conditions qui sont à respecter. Vous devez informer préalablement les salariés de la mise en place de ce dispositif, informer et consulter votre CSE si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés. La mise en place de ce dispositif de contrôle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Et enfin, le dispositif de contrôle doit poursuivre un objectif qui a été clairement défini et ne peut pas être détourné de la finalité pour laquelle il a été mis en place. Donc, on a vu plusieurs problématiques par rapport au contrôle du temps de travail du télétravailleur et la CNIL est venue préciser en fait les dispositifs de contrôle qui sont interdits car trop attentatoires à la vie privée du salarié. Donc, il est déjà impossible d'exercer une surveillance permanente du salarié. Donc, ce n'est pas possible de demander aux télétravailleurs de rester constamment en visioconférence tout au long de son temps de travail, de demander un partage permanent de l'écran, d'utiliser des
triggers ou d'imposer aux salariés d'effectuer des clics toutes les X minutes sur une application sur son ordinateur, parce que c'est de la surveillance permanente et qui donc n'est pas possible. Dans le même sens, il n'est pas possible de contrôler l'activité du salarié par des manœuvres et des stratagèmes destinés à le piéger, car on le rappelle, il y a quand même une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Donc voilà, bien faire attention aux dispositifs de contrôle qui sont utilisés, sachant qu'il est possible de contrôler l'activité du télétravailleur par d'autres biais. Il faut en fait simplement adapter l'organisation au télétravail. Par exemple, il est possible simplement de prévoir des adaptations dans les méthodes managériales, donc d'organiser des points de suivi plus réguliers avec le salarié pour suivre et contrôler l'exécution de ces missions. Voilà. Donc ensuite, toujours dans l'organisation du télétravail, je vais laisser la parole à Cécile pour ce qui concerne la formation et l'évaluation du télétravailleur. Donc, le télétravailleur doit avoir accès à la formation, au même titre que s'il était en présentiel. Donc, il faudra bien penser dans vos plans de formation à inclure les télétravailleurs. Il faut aussi penser à accompagner les salariés et les managers. Alors, c'est quoi au cas particulier du télétravail, parce qu'il peut avoir. Alors déjà, c'est plus difficile de manager une équipe en télétravail dans certains cas. Et aussi, il faut former les managers au risque d'isolement de ces salariés. Il faut adapter les modalités de l'activité. Il faut respecter, on a vu le cadre de la durée du travail, c'est-à-dire c'est pas parce qu'un salarié est en télétravail qu'on va lui demander de travailler plus. Il faut respecter le droit à la déconnexion des salariés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut contacter les salariés, par exemple, dans les plages horaires que vous aurez définies dans votre charte, dans votre accord sur le télétravail. Et donc, il faut former vos managers à bien respecter toutes ces règles, veiller aussi à accompagner les salariés qui sont en télétravail. Et il faut que vos managers pensent à former les salariés qui sont en télétravail au même titre que les salariés qui sont en présentiel. Et il faut aussi faire les mêmes entretiens individuels, les mêmes entretiens professionnels. Donc, on insiste un peu là-dessus, mais c'est l'égalité de traitement en fait entre les salariés qui télétravaillent et les salariés qui seraient exclusivement en présentiel. Il y a un élément qui est très important, c'est que l'employeur reste soumis à son obligation générale de sécurité, même vis-à-vis des télétravailleurs. Donc, il y a toujours la notion d'une évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques liés au télétravail qui doit être documentée dans le document d'évaluation des risques. On identifie ces risques et on identifie un plan d'action pour éventuellement réparer les risques qui sont ou réparer ou prévenir les risques qui ont été identifiés. Dans les risques liés au télétravail, on a les risques des troubles musculo-squelettiques qui sont les mêmes qu'en présentiel. Il y a l'utilisation des écrans, la distance par rapport aux écrans, aussi l'ergonomie des sièges, les risques liés à l'isolement dû au télétravail. Il faut apprendre aux salariés à bien s'organiser et à rythmer sa journée de travail. Et aussi, il y a l'utilisation des outils numériques entraîne le problème du respect du droit à la déconnexion. Ensuite, donc ça c'est le principe général de l'identification des risques et de la prévention des risques liés au télétravail.
Et un salarié qui est en télétravail peut être victime aussi d'un accident du travail pendant son télétravail, même s'il est à son domicile. Dès lors que l'accident survient au temps de travail et donc sur son lieu de travail qui est son domicile, dans ces cas-là, il y a une présomption d'accident du travail. Donc maintenant, nous allons revenir sur les frais liés au télétravail, ce qui est souvent une question qui nous est posée. Et donc, il y a une distinction à faire entre les différents frais et l'indemnité d'occupation, et aussi est-ce que les salariés en télétravail ont droit à différents éléments comme les titres restaurants. Alors, donc, intéressons-nous d'abord à la question des titres restaurants. Ça n'a pas dû vous passer sous le nez. La Cour de cassation s'est récemment prononcée, ce qui a un petit peu mis fin au débat qui existait. Mais d'abord, il faut le rappeler, il y a un principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés présents sur site. Donc, ils doivent bénéficier des mêmes droits. Et c'est sur ce principe-là que la question des titres restaurants s'est posée. Alors, rappelons d'abord que le titre restaurant, il est accordé aux salariés qui disposent d'une pause méridienne en fait, dans leur temps de travail. Donc, on avait des positions un petit peu divergentes. Donc, le ministère du Travail, l'URSSAF et le tribunal judiciaire de Paris, qui étaient en faveur de l'octroi de titres restaurants pour les télétravailleurs à condition qu'ils soient placés dans une situation comparable par rapport aux salariés sur site et qu'ils aient une pause méridienne de comprise dans leur temps de travail. À l'inverse, le tribunal judiciaire de Nanterre considérait que les télétravailleurs et les salariés sur site n'étaient pas placés dans une situation comparable et donc ne devaient pas bénéficier de titres restaurants. La Cour de cassation, le 8 octobre dernier, a jugé au nom du principe donc, de l'égalité de traitement que l'employeur n'avait pas la possibilité de refuser l'octroi de titres restaurants aux télétravailleurs du seul fait de l'exercice en télétravail. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que le salarié est télétravailleur qu'il n'aura pas le droit de bénéficier de titres restaurants, mais sur d'autres critères qu'il pourrait ne pas y avoir droit, donc par exemple s'il n'y a pas de pause méridienne de comprise dans son temps de travail. Attention aussi, certaines conventions collectives, donc notamment la convention collective Bureau d'études techniques, prévoyait déjà en fait le maintien de ces titres restaurants en cas d'organisation télétravail. Voilà. Ensuite, la question se posait aussi par rapport aux frais de transport du télétravailleur. Donc, comme vous le savez, l'employeur prend en charge au moins 50% du coût des abonnements de transport public de personnes ou de location de vélos publics. Donc, c'est une obligation légale et la question se pose de savoir si elle s'applique également dans le cadre du télétravail. Donc, la réponse va être différente selon que le télétravail est selon que le salarié est totalement en télétravail ou pas. Si le télétravail est total, les frais de transport ne seront pas obligatoirement pris en charge par l'employeur, puisque le salarié n'effectue aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de ses transports publics. En revanche, si le télétravail si le télétravailleur exerce également ses missions sur site pour partie de son temps de travail, la prise en charge des abonnements doit avoir lieu puisqu'il va effectuer au moins un trajet au moyen de ses abonnements. Donc voilà pour les frais de transport. Maintenant se pose la question donc, des frais professionnels liés au télétravail. Donc le principe, c'est la prise en charge de ces frais. C'est ce qui est prévu par les accords nationaux interprofessionnels de 2005 et de 2020 et ce qui a été confirmé par le tribunal judiciaire de Paris en 2023. Cette prise en charge, elle est obligatoire, y compris en cas de circonstances exceptionnelles. Toutefois, la législation relative à la prise en charge des frais liés au télétravail, elle n'est applicable que si le télétravail a été si le télétravail est réalisé à la connaissance de l'employeur, qu'il a été autorisé et que voilà, sinon on ne pourra pas appliquer cette législation. La question se pose par contre donc, pour les modalités de remboursement.
Donc là, on laisse la possibilité, pardon, aux entreprises de négocier également sur ces modalités, mais le principe est que vous pouvez prendre en charge ces frais professionnels soit au réel, soit en allocation forfaitaire. Donc, au réel, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre en charge les frais liés au télétravail sur présentation des justificatifs qui vont démontrer la réalité des frais qui ont été engagés par le salarié. Et il est possible de subordonner la prise en charge de ces frais à leur validation préalable par la direction. Par exemple, si votre salarié veut s'acheter un autre écran pour avoir un double écran en télétravail, il est tout à fait possible de prévoir qu'il doit obtenir votre autorisation avant de l'acheter pour être remboursé. S'il ne sollicite pas votre autorisation, vous pourrez refuser cette prise en charge. Voilà. Il est également possible de prévoir une allocation forfaitaire pour compenser les frais liés au télétravail. Donc, dans ce cas-là, il faudra s'intéresser aux barèmes qui sont fixés par l'URSSAF, puisque pour être exonéré de cotisations sociales, l'allocation ne pourra pas dépasser, donc, pour l'année 2025, 10,90 € par mois pour une journée de télétravail par semaine ou 2,70 € par jour de télétravail dans la limite de 59,40 € par mois. Voilà. Maintenant se pose donc la question de l'indemnité d'occupation. Donc, je vais laisser la parole à Cécile à ce sujet. Alors, le salarié pourrait réclamer en plus des frais professionnels une indemnité d'occupation. Alors, qu'est-ce que l'indemnité d'occupation? En fait, cette indemnité doit être versée au salarié si vous ne lui mettez pas à disposition un local et que vous lui imposez donc le télétravail. Et donc, dans ces cas-là, on doit indemniser, si vous voulez, le salarié pour l'intrusion de son lieu de travail, de son travail de sa vie privée. Donc, généralement, cette indemnité d'occupation, elle se calcule en proportion de la surface du domicile qui est dédiée au travail en prorata de la surface totale du domicile. Donc, le montant, c'est en fonction de la suggestion. Donc, les deux conditions pour qu'il y ait droit, donc c'est le télétravail est à la demande de l'employeur et le deuxième, aucun local n'est mis à la disposition du salarié et cette indemnité, elle doit être proportionnelle à la suggestion du salarié. Et donc, on prend en charge, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne frais d'électricité, frais d'électricité, on peut éventuellement mettre la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe d'habitation, maintenant, elle a été supprimée, mais elle va peut-être revenir. Et on proratise à la surface du logement. La jurisprudence nous a mis une condition un peu étrange. C'est-à-dire que la Cour de cassation du 19 mars dernier, elle a indiqué que cette indemnité était due lorsque aucun local professionnel n'était mis à la disposition ou que le télétravail est convenu sous forme dans un contrat de travail. Donc, pour éviter d'avoir à payer cette indemnité d'occupation lorsqu'un local est bien mis à disposition, notre conseil, c'est de ne pas contractualiser le télétravail pour éviter de rentrer dans le deuxième cas qui nous imposerait de verser une indemnité d'occupation. Donc, de toute façon, notre conseil, c'était déjà de ne pas contractualiser le télétravail. Donc là, ça l'est d'autant plus pour ne pas se retrouver avec l'obligation de verser une indemnité d'occupation. Et on s'est aussi posé la question dans une charte de télétravail où on prévoyait le télétravail et on prévoyait que la non-réversibilité du télétravail. Donc, quelque part, on imposait le télétravail, même si c'était un télétravail de 2 jours. Et donc, en fait, on s'est posé la question de savoir si une indemnité d'occupation
pouvait éventuellement être demandé par le salarié. Donc, pour éviter toute discussion sur ce point, si dans une charte de télétravail, vous prévoyez la possibilité de télétravailler 2 jours au choix du salarié, nous vous recommandons de ne pas prévoir l'opposition à un retour en arrière si jamais le salarié ne souhaitait plus du tout appliquer ces 2 jours de télétravail pour éviter l'écueil d'un rappel d'une indemnité d'occupation. Vous voyez la gymnastique intellectuelle à ce sujet-là. Donc, tout à l'heure, je parlais du lieu du télétravail. Nous voilà. Donc, comme on vous l'a indiqué, on peut limiter le lieu de télétravail au lieu du domicile actuel, mais se pose la question du salarié qui ferait du télétravail à l'étranger. Donc, déjà, il pourrait avoir une interdiction de principe prévue dans la charte ou l'accord, comme ça vous évite de vous poser toute question, pas de télétravail à l'étranger. Ou vous pouvez être plus souple, possibilité d'autoriser le télétravail à l'étranger, mais qui demande express, écrite, préalable, dans un certain délai, auprès de l'employeur, ce qui vous évitera éventuellement certains écueils. D'ailleurs, le Conseil de prud'homme de Paris a été amené à se prononcer. Si on va télétravailler à l'étranger sans autorisation préalable de l'employeur, alors que cela est prévu dans une charte, dans ces cas-là, le salarié peut être licencié pour faute. Alors, on considère que c'est un même d'insubordination. Pourquoi le télétravail à l'étranger peut poser des difficultés? Parce que quand on télétravaille à l'étranger, se pose la question de la loi applicable au contrat. Donc là, je parle bien du droit du travail. Quel est le droit du travail qui sera applicable à nos contrats? Donc là, dans les pays européens, ça sera la Convention de Rome qui s'appliquera. Et la Convention de Rome prévoit que la loi applicable, c'est la loi qui est choisie par les parties. Et donc, généralement, on dira que c'est la loi française, et à défaut de choix, c'est la loi, la loi qui est applicable dans le lieu de travail. Donc, vous voyez que ça peut devenir un peu compliqué. Et en tout état de cause, même quand vous appliquez une loi qui est celle qui est applicable, qui est celle qui est choisie par les parties, il y a les lois de police du pays dans lequel s'exerce le travail qui devront être appliquées. Donc, vous voyez que ça peut être un peu compliqué. Bon, l'avantage du droit français, c'est qu'il est tellement favorable aux salariés. Les lois de police, il y a peu de chances qu'elles soient plus favorables que le droit français. Donc, si vous appliquez le droit français, a priori, vous n'aurez pas de problème. Par contre, là où vous pouvez rencontrer un souci, c'est par rapport à la réglementation de sécurité sociale qui est applicable. L'avantage, c'est si le télétravail est effectué dans l'Union européenne par un ressortissant de l'Union européenne, on a le principe des règlements européens qui vont s'appliquer. Donc, a priori, le droit français continuera à s'appliquer dès lors qu'on aura plus de 25% du temps de travail, au moins 25% du temps de travail qui sera effectué en France. Notez qu'il existe un règlement européen applicable au télétravail transfrontalier, c'est-à-dire un salarié qui, par exemple, résiderait en France, travaillerait, alors il ne faut pas que je prenne la Suisse, mais travaillerait en Belgique. Dans ces cas-là, la loi belge serait applicable, mais s'il le télétravail en France, dans son état de résidence en France, dans ces cas-là, on pourrait considérer que la loi applicable serait la loi française. Et dans ces cas-là, la société belge se retrouverait obligée d'appliquer la législation de sécurité sociale française alors qu'elle accorde juste du télétravail. Donc là, il y a un accord de télétravail qui prévoit que le salarié peut exercer jusqu'à 49%
de son temps de travail en France en télétravail. Donc voilà, donc sachez que ça existe, qu'il faut vérifier tous ces points-là. Et qu'en cas d'exercice en télétravail dans un pays hors UE, il faut vérifier les conventions bilatérales. Est-ce que je peux maintenir mon salarié sous la législation de sécurité sociale française? Donc, il y aurait pour une période inférieure à 3 mois, il y a souvent comment dire, une simple déclaration à faire qui vous permet de maintenir votre salarié sous la législation française, mais c'est à vérifier. Donc, il y a tout ça qui est à vérifier. Il faut aussi vérifier en fonction de la durée, de l'exercice à l'étranger. Il peut avoir un impact en matière fiscale pour votre salarié. Donc, il faut aussi vérifier ce point. Et il y a aussi le problème hors UE des éventuelles autorisations de travail et titres de séjour à respecter. Donc, attention, parce que tout cela peut être de la responsabilité de l'employeur et non du salarié. Donc, il y a un point de vigilance important lorsque vous avez un salarié qui va télétravailler à l'étranger. On voulait attirer votre attention là-dessus. Donc, on a fait le tour de tous les points de vigilance. Maintenant, on voulait vous montrer avec Agrume comme il est facile d'opérer les points de contrôle et de rédiger soit votre accord, soit votre charte télétravail en vous posant les bonnes questions et en sécurisant vos procédures. Donc, Laura va vous faire une petite démo. Vous êtes sur le logiciel Agrume, donc j'ai lancé une procédure sur le télétravail, donc dans notre logiciel qui permet de faire des procédures sur le collectif. Vous arrivez sur cette page en ayant pré-rempli en fait les données de votre société, en ayant pré-rempli ces données. Vous avez donc un premier onglet procédure qui va vous permettre de gérer toute la procédure de mise en place. Donc, vous sélectionnez si vous mettez le télétravail en place par engagement unilatéral ou par accord d'entreprise. Et ensuite, on va vous poser en fait toutes les questions nécessaires pour déterminer le calendrier et les différentes étapes à respecter pour la mise en place. Donc, dans le cadre d'un accord collectif. Laura, je te coupe. Quand on entend engagement unilatéral, je le précise, mais vous l'aurez compris, c'est la charte. Oui, pardon, oui, exactement. Donc, si on a sélectionné, par exemple, l'accord d'entreprise, vous allez ensuite renseigner si vous avez un délégué syndical ou pas. Et si vous n'en avez pas, on va en fait déterminer la manière de négocier selon la composition de votre entreprise et votre effectif. Donc, pour faire simple, on va sélectionner le fait qu'on est en présence d'un délégué syndical. Vous avez ensuite donc différentes informations à rentrer toujours pour les étapes et la procédure, la durée pendant laquelle vous voulez mettre en place l'accord sur le télétravail, puisqu'on est dans l'exemple d'un accord, et les modalités d'information des salariés de l'accord que vous êtes en train de mettre en place. Oui. S'il te plaît. Allez. Où ça? Là? Encore. Attends. Donc, vous voyez que aussi, le logiciel va vous demander si vous négociez dans le cadre des NAO. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un travail derrière d'adaptation de l'accord qui va sortir en fonction des cases que vous allez cocher. Et vous voyez qu'il y a un point d'interrogation là qui vous alerte sur les dispositions légales applicables dans le cadre du NAO, par exemple. D'accord? C'était là-dessus que je voulais vous revenir. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet de vérifier si le thème sur lequel vous êtes en train de mettre en place un accord fait partie des NAO ou pas. En fait, c'est des petites informations qui vous rappellent les règles. Donc, dans l'onglet procédure, vous remplissez toutes les données pour savoir comment négocier votre accord. Et ensuite, vous pouvez passer à l'onglet données. Donc, l'onglet données, c'est ce qui va considérer vraiment le contenu de l'acte en tant que tel. Donc, comment vous souhaitez mettre en place le télétravail, quels seront
les postes concernés, etc. Donc, la première question, c'est par rapport au préambule de votre acte. Donc, le logiciel, il gère et il vous propose un préambule à intégrer dans votre acte que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Ensuite, on en vient donc aux conditions d'éligibilité. Donc là, vous décidez quel personnel est éligible au télétravail. Donc, vous pouvez intégrer des restrictions pour les alternants, comme on vous en a parlé tout à l'heure pendant la présentation. Vous pouvez rendre le télétravail possible après la période d'essai, lorsqu'une certaine ancienneté est acquise. Voilà, vous avez vraiment, en fait, vous pouvez jouer sur tous les paramètres et l'accord va à chaque fois s'adapter à ce que vous remplissez. Donc, voilà pour ça. Ensuite, vous pouvez prévoir le formalisme par lequel le télétravail va être mis en place, la période d'adaptation dont on parlait tout à l'heure. Vous remplissez la durée que vous souhaitez pour la période d'adaptation et le délai de prévenance pour mettre fin au télétravail, et la clause va se générer toute seule. Ensuite, vous avez sur le même fonctionnement les données qui sont nécessaires pour remplir les clauses sur la fréquence du télétravail, le nombre de jours, le rythme. Vous pouvez faire un distinguo entre temps partiel et temps complet. Voilà. L'interdire au temps partiel ou au contraire l'autoriser, mais dans une certaine limite. Exactement, fixer les jours télétravaillés, donc par accord, par le salarié, quels jours seront concernés, s'il y a des jours de présence obligatoires, quelles sont les contraintes à respecter dans la fixation des jours, et l'accord intégrera également des clauses sur l'accès au télétravail pour les travailleurs handicapés, femmes enceintes et proches aidants dont on parlait tout à l'heure. Avec encore, comme vous pouvez le constater, des points d'interrogation à chaque fois pour vous guider dans le remplissage du logiciel. Donc, toujours sur le même fonctionnement, on vous pose des questions sur le lieu, les équipements, l'organisation. Enfin, en fait, globalement, tous les thèmes qu'on a évoqués pendant le webinaire, en fait, et qui font l'objet de clauses dans l'accord. Ensuite, vous pouvez passer à l'onglet calendrier, donc qui va vous proposer l'acte en tant que tel. Donc, par rapport aux données que vous avez renseignées, vous aurez l'acte qui va apparaître avec toutes les clauses intégrant ce que vous avez rempli. Pardon. Et ensuite, vous avez en dessous toute la procédure qui est reprise. Donc là, dans le cadre de la négociation d'un accord avec un délégué syndical, vous avez l'invitation des organisations. Le logiciel vous propose les courriers. Les courriers sont prérédigés, basiques. Voilà. Et en fait, on a fait un travail, on a déjà enregistré les adresses des organisations syndicales. Donc, vraiment, vous n'avez plus qu'à envoyer le courrier. Voilà. Et après, le logiciel prend aussi en charge, donc une fois que vous avez passé l'étape de négociation, etc., vous pouvez lui dire quel accord a été négocié, et en fonction, en fait, il va adapter les étapes suivantes, donc de notification, de dépôt de l'accord. Si finalement vous ne trouvez pas d'accord, le logiciel vous propose un PV de désaccord. Donc voilà, vraiment toutes les étapes de la procédure sont gérées. Et ça permet de faciliter en fait votre mise en place du télétravail, que ce soit par accord ou par charte. Voilà ce qu'on voulait vous montrer. Et remonte peut-être l'accord qu'on voit bien. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, nom des parties, et après, ça vous donne vraiment un accord clé en main. Voilà. Donc, comme vous l'indique Clara, qui est notre responsable marketing, vous pouvez vous inscrire à une démo sur le logiciel, sur la partie statut collectif, si vous le souhaitez. Et pour répondre, en effet, il y a un abonnement spécifique pour le statut collectif.